vraie voix Sud Radio. Christophe Bordet. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue, y en a 100 pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Ouais, bon alors ça évidemment c'est les anti-flics qui chantaient ça ou qui chantent ça encore aujourd'hui. Tout le monde n'est pas anti-flic dans ce pays. Quand Renault l'était, voilà, bon écoutez, tout ça est toujours un peu la même chose évidemment. Nouveaux échauffourées dans plusieurs banlieues la nuit dernière entre jeunes et policiers suite à l'affaire de ce motard grièvement blessé dans les Hauts-de-Seine il y a quelques jours. La nuit dernière et pour la 4e nuit consécutive, eh bien on a eu des échauffourées. Une école de Gennevilliers a été en partie incendiée et on vous pose donc cette question. Violence, les banlieues peuvent-elles exploser en plein confinement ? Évidemment, ça c'est le cauchemar du gouvernement en ce moment. 0826 300 300 pour en parler. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment ? Eh oui, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, où c'est pour le moment un net oui à 78%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Olivier Ourcault, secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir Olivier Ourcault. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Nadir Kaya, qui est président de l'association Banlieue Plus. Bonsoir Nadir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, puisque tu es un habitué des vraies voix. Tu viens régulièrement dans l'émission. Avant de vous donner la parole à tous les deux, on écoute l'appel au calme. L'appel au calme lancé par ce jeune motard de 30 ans, je le disais, grièvement blessé et opéré à une jambe après un accident avec une voiture de police en pleine nuit. Ça s'est passé il y a 4 jours à peu près maintenant. Appel lancé aux jeunes de Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers depuis son lit d'hôpital. Tiens, on écoute. Bonjour, je vous remercie pour votre soutien. J'ai appris il y avait des cassages, vous avez cassé des voitures, brûlé des voitures. Je vous demande de rentrer chez vous, vous calmer, la justice, ça sera bien fait. Je ne suis pas un enfant de cœur, mais je l'aurais pas touché. Et j'espère que la justice, ça sera bien fait. Alors le son n'est pas extraordinaire, je vous l'accorde, mais en tout cas, voilà, il dit rentrez chez vous, j'ai appris qu'il y avait des voitures qui brûlaient, etc. C'est pas bien, rentrez chez vous. Bon, moi je trouve que cet homme, finalement, a bien fait de faire cette vidéo. Son avocat dit que c'est justement lui qui a souhaité faire la vidéo. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour essayer de calmer un peu le jeu. Françoise, vous en pensez quoi, vous ? Je suis d'accord, et puis vous avez entendu, je crois avoir distingué qu'il dit « je suis pas un enfant de cœur ». Ou est-ce que je me suis trompé ? C'est vrai, il le dit. Ça, c'est sûr que c'est pas un enfant de cœur. Moi, je trouve ça vraiment génial. Il y a un casier chargé déjà. Ouais, mais je trouve ça très bien de la part de ce jeune homme parce que, voilà, il reconnaît sa bêtise. Et puis, surtout, il n'a pas envie que les cités s'enflamment. Il y a 100 types dans une cité ou dans une ville de banlieue qui mettent le souk pour les 3000 qui y vivent. Donc là, bon, voilà, ils sont en c'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. Donc c'est pour ça que on a le droit de vraiment de respecter les policiers, mais aussi on a le droit de respecter les gens des banlieues. On a le droit d'être entre les deux. Moi, je ne crois pas que ce soit un drame ce qui se passe, parce que c'est habituel. Mais je salue quand même ce jeune homme qui lance un appel quand même assez fort, je trouve. Olivier Ourcault, ça vous rassure ? Je vais vous donner la parole dans un instant. Je vais vous donner la parole dans un instant. Je vais donner la parole. Oui, d'accord, mais je vais donner la parole d'abord à notre ami policier qui est avec nous quand même, Olivier Ourcault. Vous représentez la police, c'est normal, c'est normal. Je vais donner la parole à tout le monde. Vous savez, ici on donne la parole à tout le monde, donc ça tombe plutôt bien. Olivier Ourcault, vous qui représentez la police, quand vous entendez par exemple cette vidéo et ce jeune homme sur son lit qui fait un peu son mea culpa en quelque sorte et qui appelle les jeunes du quartier à arrêter leurs bêtises, ça vous rassure ? Il y a encore un peu quelque chose malgré qu'on soit avec un garçon qui a peut-être fait des fautes, qui était déjà là en prison, etc. Enfin, oui, on peut espérer de l'humain. Voilà. Oui, je sais pas. Bon. Nous avons entendu donc l'appel au calme et bon, c'est tout à son honneur. Bon, il le reconnaît, c'est pas un enfant de cœur. Mais bon, je pense que l'accident pour lequel il a été entre guillemets alité, voilà, il est quand même, il faisait des rodéos sans casque. C'est pas un jeune, il a 30 ans. Donc je pense que c'est un adulte. Donc on peut excuser certaines fautes, mais d'autres non. Alors après, quand j'entends que beaucoup de banlieues... Alors justement, attendez, j'ai pas bien compris quelque chose quand même, parce que j'avoue que j'ai pas bien compris. L'homme en question, dont le casier est déjà bien chargé, je le disais, qui a même fait de la prison, roulait donc à moto, sans casque, tout feu éteint en pleine nuit. Et il a percuté la portière d'une voiture de police qui s'est ouverte comme ça au moment où la moto arrivait.
En fait, il a voulu doubler par la droite le véhicule, donc il faisait des rodéos en pleine nuit sans casque avec une moto non homologuée. Bon, voilà, je pense que ça, en pleine nuit, donc Madame le disait, donc c'est une minorité qui vient mettre le bazar dans des banlieues, des gens tranquilles, veulent se reposer en plein confinement, et on n'est pas exempt de contrôle, que ce soit routier ou dans le contrôle du confinement dans les banlieues. Donc ce jeune homme donc faisait du rodéo, il a voulu doubler par la droite le véhicule. Mes collègues sont descendus et ont ouvert la porte et il a malencontreusement percuté le véhicule. Mais moi, je vais en rajouter quand même, parce que c'est vrai qu'on parle des banlieues, l'embrasement. Mais aujourd'hui, là, je viens d'apprendre, la mairie de Limoges a été détruite entièrement. Une mairie annexe dans un quartier de Boubreuil a été détruite aujourd'hui. On a tous les soirs à Creil, à Toulouse, je vais vous en citer, donc il y a banlieue parisienne, à Roubaix, à Tourcoing, à Gennevilliers, il y a des centaines d'incendies de véhicules, de poubelles, on tend des guet-apens aux policiers, aux pompiers, aux médecins, on caillasse, on insulte, tout. Non mais ça c'est pas nouveau, mais pourquoi tout d'un coup, selon vous, cette poussée de violence? Est-ce que par exemple le confinement peut y être pour quelque chose? J'en sais rien, je pose une question, je sais pas. C'est l'économie souterraine qui en prend un coup, bien évidemment. Qui est dérangée, bah oui. Et qui est dérangée, bien évidemment. Donc quand on dérange l'économie souterraine et le trafic de drogue en tout genre, et qu'aujourd'hui il y a plus de zones non-droit, que les policiers viennent contrôler, faire uniquement leur travail, et bien évidemment on dérange. Donc il est tellement facile de mettre le feu, de faire venir, parce qu'aujourd'hui il y a tous les symboles étatiques qui sont attaqués, que ce soit les pompiers, les médecins, les policiers, les gendarmes. Voilà, aujourd'hui c'est devenu un phénomène de mimétisme. C'est à celui qui fera le plus de vidéos, le concours à la vidéo, c'est-à-dire qu'on met sur les réseaux sociaux, plus on caillasse, plus on lance les projectiles et le mortier, et jusqu'au jour où il va y avoir un drame et on va avoir de victimes parmi les forces de l'ordre ou parmi les pompiers. Donc aujourd'hui c'est vrai que le confinement peut tout expliquer, mais il est hors de question d'avoir deux contrôles. Un contrôle pour le centre-ville et pas de contrôle dans les banlieues. Le confinement, il est pour tout le monde pareil, tout le monde le subit. Non, pardon. Alors là, je suis pas d'accord avec vous. Il n'est pas pour tout le monde pareil. On a entendu tous le secrétaire d'État qui travaille avec le ministre de l'Intérieur faire comprendre aux policiers qu'il fallait justement pas contrôler de la même manière dans les banlieues qu'ailleurs pour ne pas mettre le bazar, justement, pour ne pas que ça chauffe. Justement, je suis contre ces propos. Les policiers doivent intervenir en tout lieu, en tout endroit, parce que justement, il y a une minorité qui entre guillemets, embête une majorité de gens et de citoyens qui, eux, sont confinés et appliquent le confinement à la règle, et qui, eux, peuvent se faire verbaliser pour aller chercher une baguette de pain. Et il y en a d'autres qui se permettent de s'assembler dans des immeubles, de caillasser et tout ça, et il ne faudrait pas les contrôler. Aujourd'hui, il est hors de question d'entendre certaines instructions qui viennent de salles de commandement et de la hiérarchie policière qui interdit à nos collègues d'aller contrôler les perturbateurs. Les policiers, ils sont payés pour faire un travail, que ce soit dans le cadre du confinement ou de leur mission régalienne. Ils doivent exercer leur mission sans problème. Alors, bien évidemment... Allez, on va demander l'avis de Nadir Kaya, qui est avec nous, Banlieue Plus, qui justement essaie, lui, de maintenir un peu les choses dans les quartiers, d'aider, etc. Nadir, tout d'abord, comment vous ressentez, vous, ce qui est en train de se passer, comme le disait notre ami policier, comment vous ressentez ce qui est en train de se passer dans plein de quartiers? Parce que là, on parle effectivement de Paris ou de la région parisienne, mais c'est le cas également en ce moment à Toulouse, on parlait de Limoges, etc. On sent quand même que ça commence à bouillir un petit peu. Qu'est-ce qui fait que ça bout, à votre avis? Alors, je ne vous cacherai pas que je suis extrêmement en colère parce que c'est une situation qui se répète. Je ne suis pas ici présent pour taper sur la police ou faire croire que tous les policiers font mal leur travail, bien au contraire. On comprend la situation des policiers, on a déjà vu l'état des commissariats. Plusieurs policiers se plaignent de leurs conditions de travail, on le voit aussi sur le terrain par rapport à leur matériel qui est peut-être pas toujours à jour, des voitures, des vieux modèles, les commissariats, bon, voilà. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un passif. Et moi, ce qui me désole dans cette situation, c'est que ça se répète. Il y a M. Emmanuel Macron qui fait des déclarations sur pas mal de sujets, qui intervient, qui peut être très rapide à intervenir dès l'instant où il y a un problème, où il y a un sujet assez brûlant. Mais les quartiers populaires, ça fait 40 ans que ça brûle, entre guillemets. Ça fait 40 ans. Ça, je suis d'accord. Ça fait 40 non, mais je suis d'accord avec vous. Après, je suis d'accord avec vous, Nadir. Et vous savez pourquoi, Nadir? Oui. Nadir, moi, j'ai regardé des vidéos aujourd'hui de journaux télévisés d'autrefois. Mais honnêtement, ce sont les mêmes propos qui sont tenus, les mêmes faits qui sont réalisés par les jeunes des différentes époques. Et vous avez raison, ça fait 40 ans.
40 ans, c'est comme voilà, ça fait 40. Et encore, je vous cacherai pas, comme je dis, je suis en colère pour tout un ensemble de raisons. Je suis en colère parce que l'école qui a été brûlée, c'était la mienne c'est l'école primaire où j'allais quand j'étais petit à Gennevilliers, donc Paul Langevin. Donc voilà, moi ça me désole parce que je vois une jeunesse qui est perdue, une certaine jeunesse qui est perdue et qui s'en prend à des écoles, à des commissariats, à des policiers. Moi je veux pas croire que ce soit simplement des gens qui sont dérangés dans leur trafic, j'y crois pas. Il y a aussi une jeunesse qui est perdue, une jeunesse qui en a marre d'être contrôlée au faciès. Je rappellerai que le collectif Stop Contrôle au faciès, dont notre association fait partie, en 2016 a fait condamner l'État en cassation par la plus haute autorité juridique de France quand même, pour des contrôles abusifs au faciès. Il y a une réalité. Moi, j'ai pas de débat. Effectivement, il y a de la délinquance, il y a de la violence, il y a des comportements inacceptables dans les quartiers. Oui, puis tu vois, hier par exemple, on avait une association marseillaise qui travaille dans les quartiers et ils nous racontaient que, il y avait un problème aujourd'hui parce que le cannabis donc tourne beaucoup moins, que le prix du cannabis a doublé et qu'on sait très bien, parce que le problème il est quand même là aussi, il faut le dire. Je vais demander son avis d'ailleurs à Philippe Binger dans quelques secondes aussi, mais le problème il est quand même là, c'est que cette situation dans tous ces quartiers, mine de rien, ça a bien arrangé tout le monde et depuis très longtemps. Parce que c'est cette économie souterraine, ça permet de ne pas gérer les quartiers, de laisser les choses aller comme elles peuvent et de faire en sorte que ce soit calme au maximum, et ça arrange bien les pouvoirs, qu'ils soient de droite ou de gauche, et depuis très longtemps. Quand on se souvient de Sarkozy qui avait dit « je vais aller passer le Karcher », on attend toujours qu'il passe le Karcher. Hein, Non, mais déjà, il a été maladroit à son époque, et je pense que c'était une personne qui n'avait pas compris les quartiers, qui nous voyait encore avec un regard assez paternaliste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette jeunesse, c'est la France. C'est aussi la France. Voilà, c'est pas que la France, mais c'est aussi la France. Le vrai souci, au-delà de la délinquance qu'il faut réprimer, à qui il faut donner les moyens, notamment aux forces de police, à la justice pour faire son travail, là il n'y a pas de débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Le problème, il est structurel. C'est qu'il y a des politiciens, depuis 40 ans, depuis les bidonvilles, on va revenir à cette période où on est passé des bidonvilles aux HLM, on va dire fin des années 80, où là ça a vraiment commencé les vrais problèmes de trafic de drogue, l'insécurité, la violence. Mais les gens sont pas nés délinquants. Je ne veux pas les excuser, mais quand on fait en sorte qu'une partie de la société reste confinée, et preuve en est, la France est condamnée régulièrement pour des discriminations, pour des inégalités avérées. Il y a tout un ensemble d'éléments qui démontrent que la population issue des quartiers populaires, et notamment de l'immigration, n'est pas considérée comme les Français lambda, notamment par rapport à leurs origines, par rapport à leur religion, par rapport à leur statut social. Il y a des enquêtes qui démontrent que quand vous êtes issu des quartiers populaires, pour trouver un travail, un logement, c'est encore plus difficile que n'importe quel Français. Donc ça c'est dû à nos conditions et aussi à l'histoire. Oui, peut pas régler le problème des quartiers. Après, il faut quand même. Non mais ça c'est la première chose. Effectivement, il faut qu'il y ait une volonté politique et il faut qu'il y ait une volonté politique à tous les niveaux et y compris d'ailleurs au niveau des sanctions lorsqu'il y a des bêtises qui sont faites, parce que les sanctions là aussi, on va en parler dans quelques instants avec Philippe Binger et Philippe David. Mais c'est vrai que la justice, elle fait pas son travail, ou alors je n'y comprends plus rien. Allez, le grand débat des vraies voix dans un instant. Les vraies voix. Tout va bien. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. On devrait vous nettoyer au Karcher. Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. Le grand débat, nouveaux échauffourées dans plusieurs banlieues la nuit dernière entre jeunes et policiers suite à l'affaire du motard grièvement blessé dans les Hauts-de-Seine. Cette question, violence, les banlieues peuvent-elles exploser en plein confinement? 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est à peu près le même score d'ailleurs. C'est toujours le oui qui l'emporte à peu près 79%, ça bouge beaucoup. Et tiens, le commentaire de Jacques sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui, qu'elles explosent ou pas, on ne doit pas résoudre le problème. Le temps n'est plus aux empathies et aux rêves compassionnels. Le confinement, en tout cas, ne doit pas être une excuse de plus. On va entendre Emmanuel de Paris dans un instant. Olivier Ourcault, secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, est toujours avec nous, tout comme Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus. Philippe Binger, quel est votre sentiment, vous, après ces faits de violence depuis 4-5 jours maintenant, ou 4-5 nuits? Et puis la question que je posais tout à l'heure, que fait la justice? Parce que la police semble faire ce qu'elle peut, mais derrière, que fait la justice? Ouais, mais Christophe,
je vais répondre à votre question, mais tout à l'heure avec Françoise Degois, vous étiez d'accord pour dire que le salut sur son lit de ce jeune homme, de cet homme de 30 ans, était formidable. Je rappelle tout de même que c'est... pas exagéré. Non, bon. mais vous étiez d'accord tous les deux pour dire que c'était merveilleux. Il vaut mieux ça que rien du tout. Non, mais non, il faut pas oublier que c'est cet homme de 30 ans qui a suscité l'intervention de la police, et s'il n'avait pas été blessé, évidemment. Et donc, c'est un peu ironique que ce soit cet homme qui soit à l'origine, en quelque sorte, de l'appel à la paix. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Il n'aurait pas dû faire cette vidéo. Il a fait une vidéo, mais il faut pas oublier tout de même que c'est le signe de l'ironie d'aujourd'hui, que c'est celui qui a créé le désordre qui vient après appeler à la pacification. Mais ça, c'est un autre problème. Je réponds directement à votre question. Moi, je trouve que les banlieues, les quartiers ne sont pas dans un état d'ébullition lié au confinement, que ça constitue au contraire la continuation de tout ce qui se passe à intervalles réguliers avant même le confinement. Il y a en permanence, dans certaines cités, dans certains quartiers, des troubles, des désordres, des violences, des dégradations qui viennent pratiquement toujours de la même manière. Parce que la police, lorsqu'elle intervient, et elle ne peut pas intervenir partout, est immédiatement mise à mal. Il y a immédiatement une fronde, parfois des émeutes. Elle est présumée coupable. Le pouvoir politique ne la soutient pas assez et systématiquement, on oppose à cette réalité des transgressions une vision sociologique ou genre compassionnelle qui traîne depuis 40 ans, comme notre ami Nadir la développe là. La vision sociologique, c'est-à-dire une société qui serait coupable et des jeunes gens qui ne le seraient pas, elle a révélé ses limites et son échec. Et donc, il faut peut-être aller vers une... Moi, je prends pas la défense spécifiquement des banlieues ou d'autres choses, c'est pas ça le problème. Mais Nadir parlait par exemple des CV tout à l'heure et du travail en banlieue. On peut avoir Bac+5 en banlieue, vous le savez bien. S'appelait justement Nadir. Non, mais c'est un tout. C'est un tout. Tout est lié. C'est pas ce qui justifie qu'on viole la loi. Je vois pas le rapport. Tout est lié. Philippe, vous avez raison. Vous avez raison, mais la réalité globale des banlieues, c'est que voilà, on part de toute façon, même si on est brillant, même si on a autant de chance, je dirais, au départ, eh bien, on part avec la malchance de l'environnement. Et ça, c'est de moins en moins vrai. Parce que lorsqu'on veut s'en sortir, on le peut. Oh non, mais c'est pas Non, mais ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai. Vous savez, non, mais vous avez le même discours. Vous avez le même discours que le président Macron qui dit il suffit de traverser la rue pour avoir du travail. Ben non, il suffit pas de traverser la rue. Mais on a tous les jours des exemples de réussite au sein des banlieues qui sont très remarquables ça, et qui c'est vrai. que lorsqu'on veut et lorsqu'on ne crée pas de troubles, qu'on ne commet pas de transgression et que peut-être on a de la chance, sûrement, je n'en disconviens pas, eh bien on parvient heureusement à être à égalité par rapport à d'autres qui réussissent. Moi je pars du principe que le gouvernement, de toute façon, est quand même fautif aussi, quel que soit le gouvernement dans cette affaire. En tout cas, je suis désolé, mais les pouvoirs, ce que je disais tout à l'heure, est une réalité. Les pouvoirs de droite et de gauche qui se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça change? Rien. Ils ont profité du système qui était mis en place parce qu'ils savaient très bien qu'à la clé, de toute façon, il n'y avait pas de boulot. Voilà, il n'y avait pas de boulot. Donc il n'y a pas de boulot, il faut mieux faire du trafic de drogue plutôt que d'avoir du boulot. Non mais voilà où on en est. On a quand même déversé des milliards et des dizaines de milliards. Le premier plan banlieue, c'est 1977. Non, mais je suis d'accord, mais il y a quand même... On a déversé des dizaines de milliards, pourquoi? Non, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Est-ce que je peux intervenir là-dessus? Oui. Je vais vous donner la parole, Nadir, dans un instant. Je voulais qu'on entende Emmanuel de Paris qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. C'est un sujet tellement, hautement inflammable. Et ça fait plaisir de vous entendre. Ça fait plaisir de vous entendre. Je m'inscris totalement dans la lignée du discours de Philippe Budgère, pour lequel j'ai une affection particulière, et de Philippe David, qui a repris derrière aussi en expliquant qu'on a versé beaucoup d'argent. Je pense que, de façon très synthétique, la première des libertés, c'est la sécurité. Il est faux de dire que tous les gens issus de l'immigration sont dans des situations de pauvreté. Je travaille moi-même avec des gens qui sont d'origine maghrébine ou africaine. Et ce n'est pas un problème. La réussite,
c'est pas simplement avoir un gros salaire comme un footballeur. La réussite, c'est déjà avoir un travail. Dans ces banlieues, il y a des gens qui travaillent et qui actuellement font tenir le pays. Et il y a toujours une minorité active, et vous l'avez rappelé, hein, Christophe, qui, depuis 40 ans, sont toujours les mêmes à l'initiative, c'est-à-dire de foutre le bordel, d'emmerder les gens, d'être de plus en plus violents. Et en face, depuis 40 ans, et vous l'avez souligné, on a des dirigeants de gauche, de droite, qui ne font rien, pour deux raisons. Un, l'idéologie. Souvent des gens de gauche, c'est-à-dire la gauche moralisatrice, un peu bobo, angélique, et puis la lâcheté, c'est-à-dire la peur d'agir. Et donc ça impacte toute la chaîne de commandement, c'est-à-dire de la police à la justice pour les gens qui sont plutôt des juges de gauche, et il y en a beaucoup malheureusement, jusqu'à la direction. Et oui, il y en a beaucoup. Ça c'est vrai. Oui, mais d'accord, mais moi ça me fait rire. Mais oui, ça vous fait rire, parce que non, je vais vous expliquer une chose. C'est toujours vos vieilles lunes. Alors, les bobos. Mais est-ce qu'on peut pas essayer d'être entre les deux, entre votre discours caricatural et le discours de l'angélisme de gauche? Est-ce qu'on peut pas essayer de trouver une juste mesure? Est-ce qu'il ne faut pas être cinglé pour dire ce discours-là qui nous amène dans cette situation? Bien sûr. Je vais expliquer la même chose. Bien sûr. Votre ami Nicolas Sarkozy n'a rien réglé. Hein. La gauche, elle a été au pouvoir. Excusez-moi de vous dire. Je voulais juste dire que sur les 50 dernières années, expliquez-moi combien d'années la gauche a été au pouvoir. Expliquez-moi, faites le compte. Faites le compte. Voilà, alors c'est tout. Bien sûr, évidemment. Qui consiste à toujours minimiser les choses. Mais on ne minimise pas. Mais pas du tout. La gauche est toujours salutaire. Allez, Emmanuel, on termine. On termine, Emmanuel. Il faut prendre les choses. Vous êtes dans la haine, là. Vous parlez que... Allez, Emmanuel, on termine. On est dans la haine, c'est trop facile. Mais non, vous éruptez sur la gauche, on vous a rien demandé, franchement. Est-ce que j'érupte sur la droite? Non, Françoise, on va se calmer tout de suite. Emmanuel, Françoise, on va se calmer un petit peu. D'abord, Emmanuel a le droit de dire qu'effectivement, il y a beaucoup de magistrats de gauche qui ont foutu le bordel et une idéologie qui a peut-être pas été bonne, j'en sais rien. Il a le droit de le dire, c'est son avis. De gauche comme de droite, Françoise Bordet, ouvrez un peu vos oreilles. Françoise Bordet. Je savais pas qu'on était mariés, mais c'est intéressant. C'est Christophe Bordet, Françoise de Gaulle. Attends, Emmanuel. Vous avez fait sourire, c'est génial. Emmanuel, on t'invite au mariage. Voilà. On peut au moins gagner ça. Avec Philippe Bilger, on est témoin alors. Avec Philippe Bilger, on est témoin. Ouais, ben voilà, avec grand plaisir, Philippe David, mais il faut arrêter que ce discours qui consiste à chaque fois qu'on émet une opinion, à chaque fois à se faire rembarrer en disant oui, mais c'est pas de notre faute. La gauche a fait du mal, comme la droite aussi, comme Sarkozy. Et à un moment, on ne veut pas agir. Et comme on ne veut pas agir de gauche comme de droite, je le répète pour Françoise, on ne veut pas agir et donc, par définition, le problème s'amplifie. Et c'est pas en regardant, en observant et en simplement avec des grandes phrases qu'on réglera le problème. Il faut que les juges appliquent la loi. Françoise, très rapidement. J'entends ce que dit Emmanuel et je suis d'accord sur les juges, sur la maltraitance des policiers. Ce que je veux dire par là, c'est que le discours, rien n'a été fait. Il y a quand même des petites choses qui ont été faites. Je pense notamment à l'ANRU, je pense notamment aux programmes immobiliers, je pense notamment aux aides et à toutes ces associations qui se battent. Je veux dire par là que dire ça fait 40 ans qu'on n'a rien fait, je suis pas d'accord non plus avec ce discours. Je suis d'accord avec vous sur la lâcheté des élus qui achètent la paix sociale, etc. Ça, on peut y aller, on peut le dire. Je suis d'accord avec vous, Emmanuel. Mais je ne suis pas certaine que rien n'ait été fait. Ça, j'en suis pas sûr du tout. En tout cas, merci Emmanuel. Merci d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et d'avoir donné votre sentiment. Et on vous invitera, donc si jamais on a plusieurs petits, on vous en gardera un. Et puis, il y a Sophia. Sophia de la Courneuve qui est avec nous. Salut Sophia. Safia de la Courneuve est avec nous. Mon très cher Christophe Bordet. Oui. Ça va, Safia? Bonsoir à tout le plateau et donc je trouve que tout le monde avait une position un peu, on va dire, sous le prisme de sa perception de la banlieue tout simplement. Et bien donc sûr, pour moi, dans le chaudron et qui suis dans la problématique et qui y est une approche, on va dire, de technicienne, parce que je suis très fière d'être à la base de banlieue, dans ces banlieues populaires, tant montrées du doigt et tabassé pour le coup. Moi personnellement, ce qui se passe effectivement, je pense que on a 1500 quartiers prioritaires qui sont un peu
systémique sur le plan de l'effondrement social. Et donc la violence est latente et elle est une réalité. Il y avait, j'ai bien écouté Nadir Kaya qui a son point de vue qui est tout à fait juste parce que c'est un gars j'allais dire du système, mais dans son sens noble, bien entendu. Et donc par rapport à ça, je crois que nos banlieues sont un peu l'hypocrisie du système parce on sait que sur le plan politique, le clientélisme, moi je vais faire un focus parce que je vais mettre une expérience du vécu. Un vécu tout con. Moi, j'ai eu une installation de ce qu'on appelle il y a eu un squat juste en bas de chez moi. Oui. Donc avec tout le système qui peut s'y passer, avec de la drogue, tout ce qu'ils veulent. Donc moi, j'alerte la mairie, je tire la sirène d'alarme, je vais au commissariat parce que sachant que moi, je me suis quand même présentée au Gay Luron, j'ai discuté, j'ai dit bon, voilà quoi, on est une population qui ne faisons pas de vagues, qui vivons tranquillement, qui avons déjà un lourd fardeau et beaucoup des choses dures au quotidien. Enfin quoi, bref. En remontant au commissariat, en tirant les sirènes d'alarme, rien n'a bougé. Le bailleur social n'a rien du tout fait. Et ces individus, même si moi, qui suis une petite bonne femme, je vais les confronter, il y a un moment, le rapport de force, ils me disent, les flics, on est intouchables, on investit les lieux, et puis toi, tu nous fais chier. Un moment, on t'a respecté, mais il y a un autre moment où est-ce qu'on va te tabasser. Oui, donc faut faire gaffe quand même, hein, évidemment. Non, mais c'est sûr que c'est des situations qui sont compliquées. C'est un peu la logique. Attendez, excuse-moi, Jean-Christophe. Christophe Bordet, Christophe, ouais. Oui. Donc, j'étais bien en train de dire, là, dans la situation, c'est un peu la triangulaire, la police. Quelque part, je suis montée chez la commissaire, hein, parce qu'on a une commissaire commissariat de quartier. J'ai alerté tout le monde, mais il y a vraiment une politique de l'autruche. Si même les politiques de terrain, si la police dit que bon, même eux, ils veulent rien du tout faire. C'est ça qu'il faut la justice. Il faut une justice. Olivier Ourcault, alors quel est votre sentiment, vous qui êtes avec nous, secrétaire général du syndicat Alliance? Écoutez, j'écoute avec attention. Il y a une peur bleue des policiers pour intervenir. Oui. Allez, on écoute Olivier. J'écoute avec attention tout ce qui est dit, donc c'est vrai que bon, je vais pas amener ça sur le débat politique ou politicien. C'est vrai que non, mais quand elle dit les policiers viennent pas. Oui, mais les policiers ils font pas le boulot. Pour intervenir, pour sortir quelqu'un d'un squat ou pour il faut une décision de justice. Et voilà, il faut une décision de justice. Aujourd'hui, on interpelle, on met à disposition de la justice et il n'y a pas de sanction ferme. Si aujourd'hui on sanctionnait à la hauteur de la faute, quel que soit le délinquant, quel que soit l'endroit de France, il y aurait des sanctions. Oui, mais alors attendez, sanctionner, moi j'ai envie de vous dire, Olivier Ourcault, sanctionner comment? Parce que si on sanctionne par la prison, c'est bien sympathique. Regardez le garçon qui est à l'hôpital en ce moment, qui a été blessé donc l'autre jour, on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Mais il a été en prison, j'ai pas l'impression que sa situation soit pour autant réglée. Je veux dire, la prison n'a rien réglé, donc on fait quoi? Il n'a pas été en prison, je crois. Ça, si, il a été en prison. Et donc la question, c'est de savoir effectivement comment on fait si la prison, ça ne marche pas, on fait quoi? Aujourd'hui, c'est tellement réducteur de dire que c'est la faute de telle politique de gauche, de droite, du milieu. Voilà, aujourd'hui... Si la prison, ça ne marche pas, on fait quoi, Olivier? On fait quoi? Non, mais on en a remis on sanctionne comment? 10 000. On sanctionne comment? Là, on en a mis dehors pendant le confinement parce que justement... je sais bien. Et voilà, il y avait la promiscuité, on risquait pour le Covid. Et bon, heureusement que voilà, il y a eu cette décision. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est normal d'avoir remis 10 000 délinquants qui étaient en fin de peine ou qui avaient des courtes peines dans la nature? On est d'accord là-dessus. Voilà, on est d'accord là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, vous dites la justice fait pas le boulot, elle sanctionne pas, ou en tout cas pas assez sévèrement. Bon, sanctionner sévèrement d'abord, c'est quoi? Et d'une part, et puis d'autre part, si ça ne sert à rien parce que les mecs ils sortent de prison déjà avant l'heure et ensuite ils reprennent leurs activités, ainsi de suite, ça ne sert à rien. Donc on fait comment?
parce qu'ils deviennent, en fait, entre guillemets, c'est des symboles. Ils arrivent dans certains quartiers où ils ont fait de la prison, ça devient les héros, hein, c'est-à-dire que c'est eux qui mènent même tout ce qui est délinquance contre tout ce qui est symbole étatique, ça devient les héros. Ouais. Alors c'est vrai que, bien évidemment, voilà, donc ils prennent la main sur des petits jeunes, qui les amènent, qui deviennent des guetteurs. Donc il est tellement plus facile d'être guetteur que d'aller travailler ou d'aller à l'école, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les banlieues, et c'est pas une politique du confinement. Ça fait des années que ça dure, que les sanctions sont pas appropriées, qu'il y a des zones de non-droit où des collègues, quand ils interviennent, ou quand les pompiers interviennent, ou quand les médecins interviennent, ils se font caillasser, ils se font voler. Donc, ça fait des années. Donc c'est vrai qu'une justice adaptée à tout ce qui est délinquance, des décisions fortes, et c'est attendu par les policiers. Aujourd'hui, les collègues interviennent dans des quartiers avec la peur. Nadir Kaya, pour terminer, Nadir Kaya, même question. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête, tout ça? Bon, c'est compliqué parce que j'ai entendu plein de choses intéressantes, mais il y a aussi des choses. Oui, d'accord, mais on peut pas répondre à tout. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter tout ça? C'est la seule chose qu'on a envie de savoir. Alors, déjà, premièrement, et je vais le répéter, il faut une volonté politique. Donc, il faut que M. Macron prenne la mesure de la situation. Ça, je ne sais pas si c'est le cas, parce que son entourage n'est peut-être pas favorable au fait d'aider, pas d'aider les banlieues, mais de résoudre le problème. Surtout dès l'instant où l'opinion publique française n'est pas pour aider les banlieues, dès l'instant où on sort cette rhétorique depuis toujours. Ça fait 40 ans qu'on verse des milliards. Je rappellerai que les milliards, ce sont nos impôts. C'est également les impôts des citoyens qui vivent dans les banlieues. Deuxièmement, la gestion de cet argent a été dédiée aux communes, aux départements, aux villes, et non pas aux citoyens. Les citoyens ne se sont pas amusés avec cet argent. Il y a eu un plan politique, ça a été budgété. Donc à partir de là, je pense que le vrai souci, c'est que politiquement, ça n'a mal été fait, parce que ça n'a pas été fait avec les citoyens, mais pour les citoyens. Et quand vous faites des choses pour des gens que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez pas exactement leurs besoins, vous ne pouvez pas réaliser ou répondre à leurs vrais besoins. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, aujourd'hui, vu la situation, l'urgence qui dure, non pas depuis 4 jours, mais depuis 40 ans, il faut des états généraux. Il faut que M. Emmanuel Macron invite des experts, des responsables associatifs de banlieue, des urbanistes, des sociologues, des policiers, des personnes de la justice, tout ça, un ensemble de personnes qui sont concernées au quotidien par rapport aux problématiques qui existent dans les banlieues, et de faire un vrai travail de fond. On ne cherche pas tout de suite à avoir des milliards. On veut un travail de fond, on veut une expertise, on veut comprendre ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait agir rapidement, parce qu'on fait les mêmes constats. D'accord ? Donc il faut aussi de la justice. La justice, pour avoir de la justice, il faut des moyens. Il faut des hommes et des femmes qui ont les moyens de prononcer des sentences à la hauteur des faits. Mais par rapport à la situation des petits jeunes qui viennent brûler tout, je veux bien croire qu'il y a parmi eux des délinquants qui ne sont pas arrangés par rapport à la situation et au trafic. Ça, il n'y a pas de débat. Mais vous avez aussi des jeunes qui ont affaire à une certaine police, et je mesure mes mots, à une certaine police, et ça c'est récurrent. Vous avez l'affaire Adama Traoré, vous avez Théo, Aliziri, tout un ensemble de personnes. Oui, mais on retombe toujours dans les mêmes trucs. Non, mais je veux pas jouer juste là-dessus. Mais je veux rappeler. Non, mais c'est important parce que ça s'appelle un contentieux. La justice, on est tous pour la justice, mais la justice doit être capable de donner des sentences exemplaires vis-à-vis d'un trafiquant, vis-à-vis d'un délinquant, que d'un policier ou d'un gendarme qui se comporte mal. C'est ce qu'il faut. Il faut un équilibre. Mais il faudrait le démontrer. Comment ? Ah oui, pour le démontrer, bien sûr. Mais dans les deux sens, d'ailleurs. Dans les deux sens, il faut le démontrer à ce moment-là. Bien sûr, que ce soit pour un délinquant ou un policier qui a éventuellement commis quelque chose. Il faut de la justice, et il faut aussi être serein. Il ne faut pas s'envoyer la balle gauche-droite, il n'y en a rien à faire. Ouais. Aujourd'hui, on a besoin d'états généraux, et que M. Macron prenne conscience de la mesure et de l'urgence à réunir toutes les bonnes volontés. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat qui est vraiment intéressant, parce qu'on s'aperçoit finalement que c'est notre société, c'est notre pays, et qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur les quartiers en difficulté. La fin du grand débat des vraies voix. Les vraies voix. Nouveaux échauffourées dans plusieurs banlieues. La nuit dernière, entre jeunes et policiers, suite à l'affaire du motard grièvement blessé dans les Hauts-de-Seine il y a 4 soirs maintenant. Et on vous posait cette question, violence, les banlieues peuvent-elles exploser en plein confinement? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final sur Twitter et Facebook. La réponse est un grand oui à 78%.